Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal sur TV Sud Montpellier. Tout de suite les titres de ce mercredi 27 avril. Après l'incendie de la laiterie, ce bar-restaurant des Beaux-Arts, artistes, clients et amis se mobilisent. Ils ont créé un collectif de soutien pour aider à sa renaissance. On pensait la rougeole disparue des territoires français, ce qui avait poussé certains parents et médecins à ne plus vacciner les enfants contre ce virus. Et pourtant, la rougeole revient en force dans la région, avec des conséquences parfois dramatiques. Il est député de la première circonscription de l'Hérault. Le 1er mai, il prendra la direction du centre anticancéreux de Val d'Orel à Montpellier. C'est Jacques Domergue, il est notre invité ce soir. Bonsoir Jacques Domergue. Bonsoir. Le centre anticancéreux de Val d'Orel, c'était une vraie ambition pour vous ? Ce qui est une ambition pour moi, c'est de réaliser pleinement ma carrière professionnelle. Et après avoir passé beaucoup d'années à être un acteur de la santé en tant que technicien, un chirurgien c'est un technicien, après avoir préparé une reconversion en 2000 où j'ai passé un diplôme de gestion hospitalière, aujourd'hui arriver à la tête de Val d'Orel, c'est la consécration d'une carrière professionnelle qui va de la technique vers l'organisationnel. Et je vous avoue que je suis très impatient de démarrer ce mandat. Nous en reparlerons tout à l'heure. Tout de suite, l'actualité. Le 14 avril dernier, la laiterie, ce bar-restaurant des Beaux-Arts, avait été complètement détruit par un incendie. Alors les artistes, les clients, les amis se sont mobilisés. Ils ont créé un collectif de soutien pour aider ce bar à revivre, à retrouver ce lieu d'exposition et de scène musicale qui faisait vivre le quartier. Voyez le reportage de Mouad El Yakabi et Nouria Kazakouberta. Les lieux sont encore marqués par l'incendie. Le bar a été ravagé et tout est à refaire, des murs jusqu'aux installations. Une montagne presque infranchissable pour les deux patrons. Pour leur venir en aide, 3 troupes de théâtre qui se produisaient à la laiterie ont décidé de se mobiliser. Ils se sont organisés spontanément quelques jours après l'accident pour organiser une soirée de soutien. Je veux dire, quand il se passe un truc comme ça, pour moi c'est évident qu'il faut faire quelque chose. Et surtout quand c'est un lieu qui en plus permettait donner un accès à certains groupes, que ce soit de la musique, que ce soit du théâtre, de pouvoir s'exprimer devant un public finalement très montpelliérain. On est dans le quartier des Beaux-Arts, là, donc là on est au cœur de Montpellier, on est au cœur de ce qui se fait en matière de spectacle, de vie culturelle. Enfin, je veux dire, c'est ici que ça se passe, quoi. Donc oui, c'est très symbolique tout ça. La ville de Montpellier s'est jointe à l'initiative en mettant à disposition la salle Rabelais. D'autres artistes devraient rejoindre le mouvement. Une manière d'apporter un soutien financier mais surtout moral à Ezzeddine et Ramon, les deux patrons de la laiterie. On a été touché une seconde fois après ce sinistre. Ça a été très rapide en plus, ils nous l'ont annoncé de suite, spontanément. Donc voilà, mais bon, l'initiative vient d'eux, c'est eux qui poussent ce projet. Donc nous on est presque un peu spectateurs de cet événement. Nul doute qu'avec l'ampleur de la tâche que représentent les travaux de réhabilitation, ce soutien est le bienvenu. On était motivés pour repartir. Tous les soutiens qui se sont exprimés aussi motivent à ce que on fasse quelque chose, si possible ici. Voilà. Maintenant, tout va dépendre comment ça va se passer avec les assurances, etc., les délais, sur lesquels nous on ne peut pas trop intervenir aujourd'hui. Pour apporter votre soutien, rendez-vous le 3 mai à 20h30 devant la salle Rabelais ou sur le bloc de la laiterie. Et on espère qu'une telle initiative va fonctionner et permettre à ce lieu de culture de rouvrir. C'est parti pour le grand lifting de la rue Boutonnet. Rénovation des réseaux d'eau potable, création d'une zone limitée à 30 km/h et élargissement des trottoirs sont au programme de ces travaux prévus jusqu'au mois de mai 2012. Actuellement, la portion comprise entre la rue du Colonel Marchand et la rue Abbé de l'Épée est fermée à la circulation, sauf pour les riverains. La section comprise entre la rue Abbé de l'Épée et la place Krasuki est, elle, totalement fermée au trafic. On pensait la rougeole disparue du territoire français, ce qui a poussé certains parents et médecins à ne plus vacciner les enfants contre ce virus. Depuis quelques mois, la rougeole est de retour en force en Languedoc-Roussillon, avec pas moins de 1400 cas déclarés dans la région et des conséquences qui peuvent parfois être dramatiques. Regardez le reportage d'Olivier Brachard. La vaccination contre la rougeole est la priorité de l'Agence régionale de santé. L'épidémie s'est intensifiée depuis le début de l'année, mais surtout la rougeole est extrêmement active depuis 2 ans. Presque un tiers des personnes atteintes ont dû être hospitalisées en 2010.
En 30 ans, le professeur Reine du service des maladies infectieuses à Guicholiac n'avait jamais vu autant de complications dues à la rougeole. De jeunes adultes développant des pneumonies virales et surtout des encéphalites pouvant causer de graves séquelles neurologiques. Ce qui est nouveau, c'est effectivement cette tranche d'âge des adultes de 20 à 30 ans qui sont touchés, alors qu'habituellement c'est plutôt une maladie de l'enfant. Mais ceci s'explique par la vaccination des tout-petits et donc un décalage de l'âge de survenue dans une population jeune dont certaines personnes n'ont eu ni la rougeole, ni ont eu une vaccination correcte vis-à-vis de la rougeole, mais aussi des oreillons et de la rubéole. Le vaccin ROR, rougeole, oreillon, rubéole, était généralisé chez l'enfant de moins de 2 ans jusqu'au début des années 80. Car à l'époque, il y avait des dizaines de milliers de cas de rougeole recensés en France chaque année. Et les personnes de plus de 30 ans qui n'ont pas été vaccinées ont des chances aujourd'hui d'être immunisées contre cette infection. La vaccination s'adresse donc aux moins de 30 ans, un certain temps pendant lequel la maladie était éradiquée. Il est recommandé actuellement d'avoir 2 doses de vaccin. Il est efficace dès les 3 jours qui suivent l'injection pour se protéger contre le risque d'attraper la rougeole. La vaccination contre la grippe, le H1N1, a été vécue en tout cas par certaines personnes comme un contre-exemple. Mais nous constatons sur le terrain que lorsque le niveau de vaccination baisse, le nombre de maladies progresse et le nombre de conséquences dommageables pour la population aussi. Longtemps en sommeil, le virus de la rougeole est de nouveau actif. Il existe sur le marché 2 marques de vaccins pouvant être prescrits par votre médecin. Jacques Domergue, la vaccination contre la rougeole, c'est vraiment important. C'est une maladie qui peut tuer. Vous venez de voir que ça peut être grave, surtout chez l'adulte. Et c'est vrai que ce qui était dit par une des personnes interrogées, il y a eu une certaine crainte vis-à-vis de la vaccination qui n'est pas récente. Parce que vous savez, quand une population est vaccinée, celle qui arrive a l'impression qu'elle peut se dispenser de la vaccination. Ce sont les autres qui ont investi pour ceux qui arrivent. Mais malheureusement, on voit que malgré ce, actuellement, il y a des virus qui réapparaissent et qui étaient totalement disparus. On voit que des maladies comme la tuberculose réapparaissent alors qu'elles avaient disparu. Donc ça veut dire qu'il faut rester vigilant. Et notamment, dans l'enfance, il faut vacciner les enfants parce que des maladies comme ça peut tuer des adultes. Oui, hein. C'est ça qui est grave. À Montpellier, actuellement, il y a 2 enfants qui sont dans le coma. Oui, ça ne m'étonne pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens retournent se faire vacciner ? Il faut que la population comprenne que toutes ces mesures de santé publique qui ont été prises à un moment donné, elles avaient une raison d'être et qu'il ne faut pas relâcher la pression. C'est pareil sur toutes les attitudes en matière de santé publique, sur le tabagisme, vous le voyez, on arrête de fumer et puis parce que la pression diminue, hop, on se remet à fumer. Sur l'alcool, c'est pareil. Sur la vaccination, c'est un peu la même chose. Il faut continuer à vacciner parce que le bénéfice-risque de la vaccination est largement positif pour les individus. C'est ça qu'il faut comprendre. Une vaccination, ce n'est jamais totalement anodin. Mais aujourd'hui, les vaccins sont assez sécurisés pour que les accidents qui surviennent liés à la vaccination, surtout prouvés, soient exceptionnels. Donc, il faut dire à nos compatriotes, continuez à croire en la vaccination. Pasteur n'est pas mort. Vous êtes député UMP de la première circonscription de l'Hérault. Et puis aujourd'hui, Xavier Bertrand a signé l'arrêt de nomination vous concernant au poste de directeur général du centre anticancéreux de Val d'Orel, je le disais tout à l'heure. Est-ce que vous allez abandonner la politique ? Alors, je voudrais dire tout d'abord que Xavier Bertrand m'a appelé ce matin personnellement. Vous savez que nous avons des liens assez proches depuis le début de son engagement politique, en me disant j'ai signé à 5h30 ta nomination à Val d'Orel. Et je lui dis à quelle heure tu te lèves ? Il m'a dit à 5h. Donc il m'a dit ça a été le premier acte de la journée, donc je suis heureux qu'il ait enfin eu lieu et surtout qu'il ait été très matinal, parce que vous savez, un chirurgien, ça se lève tôt. Est-ce que cet engagement professionnel va se traduire par un désengagement politique ? C'est la question que tout le monde se pose. Vous savez, j'ai pris des engagements vis-à-vis de mon conseil d'administration. Et j'ai dit clairement à mon conseil d'administration que, pour des raisons que je comprenais, j'acceptais le fait qu'il me demande de ne pas me représenter aux élections législatives. Donc je tiendrai cet engagement. Vous savez aujourd'hui que je ne peux pas démissionner pour des raisons de risque de réélection immédiate. Donc la démission interviendra après que tous les problèmes annexes liés aux salariés que j'ai, puisque
un député, c'est une TPE. Au problème politique lié au fait que je dois rencontrer le président de la République pour savoir qui va me succéder. Tout ceci va se régler dans les mois à venir et donc je peux vous dire que l'engagement que j'ai pris vis-à-vis de mon conseil d'administration de ne pas me représenter sera respecté. Concernant la ville de Montpellier, vous êtes aussi conseiller municipal ? Oui, mais là, c'est une responsabilité qui est moins importante, même si je veux rester dans ce conseil municipal. S'il faut que j'abandonne la présidence du groupe, je suis prêt à le faire. Mais vous savez, ce n'est pas du tout de même nature dans l'engagement. C'est une gestion municipale, ce n'est pas forcément qu'une gestion politique. Le groupe dans lequel je suis a des hommes et des femmes de toutes les couleurs politiques. Donc là, il n'y a pas de problème. D'autant que le président de notre fédération, José Reifer, est le premier adjoint de la mairie de Bordeaux. Donc vous voyez que de ce côté-là, il y a des précédents. Bon, le 1er mai, jour de la fête du travail, vous prendrez vos fonctions au centre Val d'Orel. Pourtant, vous êtes un chirurgien spécialisé dans la chirurgie digestive. Qu'est-ce qui vous amène vers la lutte contre le cancer ? Vous savez, j'ai fait mon début de carrière à Val d'Orel et j'y ai travaillé de 82 à 88, donc pendant 6 ans. Et à cette époque-là, j'étais spécialisé dans la chirurgie du cancer. Et ce sont les médecins et le doyen de l'époque, Solasol et le professeur Pujol, qui m'ont demandé de passer, entre guillemets, sur le CHU pour redynamiser la chirurgie au CHU, ce que j'ai fait avec une équipe en relançant la greffe de foie. La transplantation hépatique s'était arrêtée à Montpellier avec le départ de M. Marchal. Et il a fallu recréer une nouvelle équipe pour relancer cette activité. On a réussi. Et aujourd'hui, je dirais que c'est presque un retour aux sources, d'autant que Val d'Orel est un établissement de haute qualité, si j'ose dire, qui fait de la cancérologie digestive. Donc je suis parfaitement dans mon rôle. Dans votre champ de compétences. Dans mon champ de compétences. Mais là, je serai avant tout quand même tout de même directeur. Donc j'aurai une activité médicale, mais je veux dire aux hommes et aux femmes qui travaillent dans cet établissement que je serai bien sûr à leur écoute, comme l'a été le précédent directeur, Jean-Bernard Dubois, auquel je me permets de rendre hommage, mais que je serai surtout un directeur qui sera un directeur médecin, ce qui a une connotation un peu particulière par rapport aux établissements publics, vous savez, où le directeur n'est pas médecin, parce que peut-être qu'on comprend mieux certains aspects de la relation humaine avec les médecins, avec les soignants, et parce que je crois que cette dimension humaine, elle est fondamentale en cancérologie. C'est un des points forts de la lutte contre le cancer que de donner confiance aux malades, que de les rassurer, que de traiter non seulement le corps mais également l'esprit des malades. Et ça, je crois que cette dimension humaine, je vais la retrouver en quittant un monde, je parle du monde politique, où là, les relations humaines sont souvent moins franches. Alors Val d'Orel, ce n'est pas juste un centre de traitement du cancer, où on accueille des malades, c'est aussi un centre de recherche. Qu'est-ce qu'on y fait à Val d'Orel en termes de recherche, justement ? Alors Val d'Orel, c'est un campus, donc le mot est assez fort pour dire ce que c'est. C'est une institution, c'est-à-dire c'est un état d'esprit, c'est une âme, et c'est une tradition également. Et dans cet établissement, qui le différencie d'ailleurs des autres établissements où on soigne le cancer un peu partout dans la région, on est non seulement en pointe sur l'excellence, mais aussi on est en pointe sur l'excellence, c'est parce que d'une part on soigne les malades, mais également parce qu'on a de la recherche qui est directement applicable pour les malades. Et ça, je pense que c'est ce qui fait la spécificité des 20 centres anticancéreux qui existent en France, dont Val d'Orel. Il y a un centre pratiquement dans chacune des régions, et qui apporte ce plus vis-à-vis, par exemple, de nouvelles molécules qui arrivent sur le marché et qui peuvent donner des résultats spectaculaires. Pas toujours, malheureusement, mais très souvent. Avec une recherche ce que l'on appelle la recherche translationnelle, qui est aujourd'hui directement applicable de la recherche fondamentale, c'est-à-dire de la souris ou de la cellule, vers le malade. C'est-à-dire qu'on gagne du temps ? Et ce qui permet de gagner du temps dans l'application des traitements, dans l'utilisation des marqueurs qui permettent de différencier un cancer par rapport à un autre. Ce que je voudrais que les gens comprennent en nous écoutant, c'est qu'aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, la cancérologie est en train d'évoluer. Elle est en train d'évoluer du tout venant, c'est-à-dire le traitement le même pour tout le monde, ce qu'on appelle vulgairement le prêt-à-porter, vers le sur-mesure. Et je crois que l'avenir, c'est de faire de la cancérologie sur mesure. Tous les cancers du sein ne sont pas les mêmes.
Parce que chaque femme a une spécificité différente, elle a une génétique différente. Les cancers ont une génétique différente. Tous les cancers du côlon ne sont pas les mêmes. Et donc, il faut arriver, et c'est une de nos forces, à différencier chez une personne en particulier la spécificité de ce cancer pour lui donner le traitement le plus adapté. Il y a aujourd'hui des récepteurs, il y a aujourd'hui des gènes, il y a aujourd'hui des oncogènes que l'on arrive à détecter et qui vont permettre de prédire l'efficacité ou pas de tel ou tel traitement. C'est sur cette cancérologie, sur le sur-mesure, que nous sommes en train d'évoluer. Le deuxième axe, qui est un axe de développement de Val d'Orel, il y a eu la semaine dernière des inaugurations dans ce sens, c'est que Val d'Orel est en train de s'ouvrir à la médecine ambulatoire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'avant, un hôpital, c'était beaucoup de lits et un petit plateau technique où on faisait les soins. Et aujourd'hui, l'hôpital est en train de devenir un énorme plateau technique et peu de lits aux alentours, autour, ou des lits tout au moins sur lesquels les patients vont transiter pendant quelques heures. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on sera en capacité de faire le diagnostic d'un cancer du sein dans la journée. Ce qui veut dire qu'on sera aujourd'hui en capacité de traiter un cancer du sein dans la journée. Ça ne se faisait pas auparavant. Et ça, c'est une force considérable pour la cancérologie d'un centre comme Val d'Orel qui vient de se doter du premier plateau technique de chirurgie ambulatoire dédié spécifiquement à la cancérologie. Ça n'existe pas en France. On est en train d'expérimenter cette nouvelle formule. Les patients le demandent, les gens ont envie de rentrer chez eux après avoir été traités. Je pense que l'entourage psychologique de la famille est souvent supérieur à celui des soignants. Et ça, c'est un challenge que nous allons lancer. Je suis très heureux de pouvoir y participer. Merci beaucoup Jacques Domergue. Nous reviendrons vous voir pour voir justement le fonctionnement de ce plateau. Je vous invite à visiter ces nouvelles structures. Vous aimez les experts, les séries télévisées Oui, je ne suis pas trop série télévisée, moi. Pourquoi ? Parce que les ados, eux, sont, sont fans. Moi, je suis plutôt match de foot ou match de rugby. Écoutez, actuellement, il y a une semaine criminalistique. Le mot est difficile à prononcer et la discipline ne l'est pas moins. Et pourtant, elle a séduit de nombreux jeunes qui, tous les jours, se rendent à la médiathèque Émile Zola pour un stage des plus pointus. Le reportage de Mouadel Yakabi et Nouria Casacuberta. 0. Contrôle. Échantillon 4. Après Manhattan, Los Angeles et Miami, voici les experts Montpellier, ou plutôt les graines d'experts. Ils ont entre 16 et 18 ans, s'appellent Valentin, Agathe ou Carla et sont passionnés par ces séries américaines sur la police scientifique. Afin de toucher du doigt ce qu'ils ont l'habitude de voir à la télévision, ils sont venus participer aux ateliers animés par Christian Siatka, un expert qui a notamment travaillé sur l'affaire Grégory. Ce qui les intéresse le plus, à mon sens, c'est déjà de découvrir qu'il y a une pluridisciplinarité qui existe, chose que l'on ne voit pas de façon très explicite au travers des séries télévisées. Et nous, au travers de cette mission de 4 jours, c'est de leur montrer qu'il y a des corps de police technique et scientifique qui sont très spécifiques et qui ont à faire dans des disciplines très diverses et variées pour essayer donc de contribuer à l'aide et à l'administration de preuves dans le cadre d'une affaire de police. L'occasion pour ces jeunes de découvrir tout le travail qu'on ne voit pas au cinéma. En blouse et armés de matériel hautement sophistiqué, nos experts en herbe ont pu effectuer prélèvements, tests et analyses. De quoi s'y croire pour de vrai. Mais le meilleur reste à venir. Christian promet des analyses de résidus de tir et même des tests ADN. Ces quelques heures passées au labo ont suscité des vocations. Super, on découvre de nouvelles techniques, on découvre le métier et comment faire comment savoir si c'est du sang. Je suis venue dans ce stage parce que ça me permettait de découvrir le métier et là ça m'intéresse vraiment, donc je vais envisager une poursuite d'études pour effectuer ce métier plus tard. Les méchants n'ont qu'à bien se tenir, la relève est prête. Le Montpellier Hérault dispute ce soir à Lyon son 700e match en première division. Michel Mézy se souvient de cette première sur la pelouse de la Mosson face à Auxerre. C'était en 1981. Kader Firaud en était alors l'entraîneur. On écoute Michel Mézy. Je préférerais être plus jeune que ça, mais bon, c'était des moments extraordinaires aussi, puisque je l'ai dit... il y avait un endroit de la pelouse qui avait eu un problème et pour que ce soit très beau pour la première en première division, il y a eu un coup de peinture pour que le stade soit magnifique. Je me rappelle comme c'était hier, oui, contre Auxerre 0-0, un pénalty manqué et voilà. Mais bon, ce qui est formidable, c'est le 700e match
du Montpellier La Paillade Héros Sport Club en première division, et ça prouve que dans la durée, ce club a su grandir et se structurer. Voilà, c'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous dès demain à 12h30. Je vous souhaite une bonne soirée sur TV Sud.